Salut à tous nos auditeurs, auditrices des idées radicules. Comme vous le savez, pour le mois de mars, on fait des segments où on présente des histoires de femmes inspirantes du milieu agricole. Yes. Et pour ce faire, on reçoit aujourd'hui Maud-Hélène Desroches, qui est copropriétaire des Jardins de la Grelinette. On reçoit également Chloé Roy, qui est fondatrice de la ferme florale Flora Mama. Ouais, puis on trouvait ça vraiment cool parce que ce sont des amis, on les connaît bien. Puis non seulement ça, elles sont vraiment des piliers de la communauté du Brome-Missisquoi. Ouais, puis on est vraiment content de le savoir parce que c'est deux personnes qui ont démarré des projets uniques et inspirants. C'est vraiment le fun. On a la chance de discuter vraiment de ce que ça représente pour elles, la beauté de la nature puis de l'inspiration qu'elles en tirent, en fait. Oui, totalement. Puis, en terminant, on veut dire un merci tout spécial à la compagnie Amour Tonic qui commandite cet épisode. On va aller un peu plus dans les détails là, tout de suite en commençant l'épisode. Donc, et voilà, guys, merci et bonne écoute. Bonne écoute. On est en présence de Maud-Hélène et Chloé, puis sans plus attendre, on va passer à la commandite. Parce que effectivement, on a une super commandite d'Amour Tonic qui, en fond, c'est des élixirs qui sont délicieux, breuvages fonctionnels, instantanés. Ça combine des super aliments, des plantes adaptogènes puis des extraits de champignons médicinaux. Wow. Fait qu'ils offrent un support à la santé, à la vitalité dans un format facile à consommer et au goût très réconfortant. Un goût très réconfortant, c'est ça qu'on boit tous en ce moment. Ouais, okay, ici, santé. On peut le montrer. Santé. Merci. Cheers, merci. Yes. Parfait. Alors. Fait que moi et Mike, on aime ça commencer un peu tous nos épisodes de la même manière. C'est vraiment de parler de votre parcours dans les grandes lignes. Là. Qu'est-ce qui vous a amené à être ici aujourd'hui? Bien entendu, on parle pas, mettons, de genre où vous êtes né. C'est ça, dans les grandes lignes, les étincelles, le spark qui vous a amené à faire qu'est-ce que vous faites aujourd'hui. Donc, Maud-Hélène, voudrais-tu commencer? Bien sûr. Bonjour. Alors, tout a commencé lors de mon choix d'études universitaires qui était en environnement, en sciences de l'environnement. Puis, pendant quelques années, ça a été le questionnement de comment je vais trouver ma place pour avoir un impact sincère et fonctionnel. Puis, au travers du cheminement, j'ai trouvé l'agriculture de proximité, supportée par la communauté. Puis, c'est ça. Depuis, j'ai beau réfléchir à la chose, je trouve que ça reste un des impacts les plus probants pour adresser la crise climatique, environnementale, tout ça. Fait que ça a vraiment été ça pour moi le gros déclic. Nice. Puis c'est où la première fois que tu as découvert l'agriculture de proximité supportée par la communauté? À travers mes études, là, mes cercles d'amis écolos, puis là, c'était les paniers bio. Fait qu'on a adhéré au panier bio. Nice. C'était déjà présent au Québec? Oui, il y avait quelques fermes. Puis c'était vraiment la joie là, d'aller chercher mon panier bio sur le trottoir là, dans le parc Jeanne-Mance. Puis c'était comme... Ouais, ça a vraiment été là le déclic avec, c'est ça, toutes sortes de beaux mouvements, je dirais, universitaires, là, citoyens, tu sais, Food Not Lawn, le People's Potato. C'était comme toute la mouvance vers comme l'alimentation. Saine, durable. Ouais. Raisonner. Adresser ça à travers l'alimentation, tout ça. Fait que c'est vraiment concret, tu sais, dans le fond. Puis, c'est ça. Après, là, plein d'autres réalisations en termes d'impact sur la communauté, puis sur l'économie. Exact, sur les régions. Ouais. Puis notamment, là, avec est-ce que, parce que je sais que justement, tu as beaucoup voyagé, est-ce que ton objectif premier là-dedans, c'était justement d'aller voir comme les autres modèles genre d'agriculture qui se faisaient ailleurs, ou c'était que tu t'as voyagé, puis comme ensuite tu as fait de l'agriculture, puis c'était comme un peu... pas secondaire, là, mais que c'est venu parce que tu étais à ces endroits-là? Ou, tu sais, je te dirais que là où j'ai commencé à faire de l'agriculture pour la première fois, c'était lors d'un voyage. C'était tout de suite après mes études. Jean-Martin puis moi, on est partis. Puis, tu sais, je voulais vraiment aller travailler sur une ferme bio. Fait que c'est là qu'on est abouti, bien sûr. Fait que, tu sais, ça a été là que mes apprentissages se sont faits. Tu sais, aux États-Unis, il y a beaucoup d'agriculture...
sur petite surface, il y a de tout, là, de l'organisé, du désorganisé, il y a vraiment de tout. Fait que c'est là qu'on a goûté au marché fermier, tout ça. Mais, je te dirais que pour moi, si peu importe où je vais, j'ai toujours l'œil pour les plantes. Alors, c'est sûr que ça m'intéresse, mais je dirais que mon but premier quand je vais faire un voyage, c'est pas nécessairement strictement agricole. Là. Je suis plus en mode vacances. Ouais, c'est ça. Vacances découvertes, aventure, que exploration agricole. Je suis pas une geek, agricultrice geek qui fait juste ça. Ouais, je comprends. Tu vas pas faire du woofing là, quand tu t'en vas. Non, je vais pas faire du woofing. Il serait chanceux de t'avoir Ça roulerait. J'ai toujours des yeux pour les plantes. Quand ça se mange encore plus. Fait que, je dirais que quand je voyage, ce que je fais, c'est que je mange beaucoup de plantes sauvages parce que je reconnais les familles. Je suis comme, ça se mange. Mais c'est épeurant. Ah ouais, c'est ça. Épeurant. Parce que tu l'as déjà vu comme en live. Ah ouais. Ça se limite là. Ah ouais, nice. Cool. Puis, juste par curiosité, parce que c'est un peu plus ludique, mais c'est quoi cette expérience-là, cette intuition-là au niveau des plantes? C'est que c'est au fil du temps, comme tu as juste acquis cette expérience-là, cet œil-là pour reconnaître. Genre, comment tu as bâti ça? Oui, ben je pense que tu l'as dit, là, c'est au fil du temps, tu sais, mon observation, connaître les familles, comment l'esthétique d'une plante, puis aussi comment les aborder, sentir, goûter, pas avaler, des choses comme ça, là. Nice. Mais un intérêt vraiment fort pour les plantes, là. Nice. Très cool. Nice. Pour toi, Chloé? Yes. Moi, mon étincelle, ça a été Maud Hélène. En fait. Oh, wow! Je venais pas pantoute de ce milieu-là. Je viens de Montréal. Puis, à un moment donné, je me suis demandé qu'est-ce que je faisais. Que j'avais des jeunes enfants. J'avais pas étudié là-dedans pantoute. Puis, ça m'est venu à l'idée. On s'est vu un petit peu plus à un moment donné. Puis, j'étais comme vraiment intéressée. Puis, le rêve de la petite ferme était vraiment ancré en moi. Je voulais vraiment habiter en campagne depuis tout le temps. Puis, de voir que c'était possible chez eux. Puis que c'est beaucoup aussi l'ambiance qu'il y a à la Grelinette qui est comme magique. Ouais. Maud Hélène avec comme sa personne et ses connaissances et son accueil et sa bienveillance. J'en témoigne. Ça a eu de l'impact pas mal chez moi. Fait que ça a été pas mal ça, le clic là, déclencheur. Puis après ça, a découlé 2 années que j'ai passé à la Grelinette où j'ai appris. Puis là, c'était comme tout ce qui me nourrissait était super motivant. Puis j'avais juste le goût d'aller plus loin là-dedans, là. Ah, exact, je comprends tellement. Puis dans le fond, est-ce que c'est vraiment à la Grelinette que t'es venu l'idée d'une ferme florale? C'est-tu né un peu plus tard? Comment que ça a abouti à ça? C'est dans la 2e année, je savais que je voulais me partir une ferme. Okay. Mais j'aime bien me démarquer dans la vie, puis je voulais pas faire concombre tomate comme tout le monde. Ouais. Mais je savais pas quoi faire non plus. Je voulais pas un truc trop compliqué que personne connaisse, puis qui est super dur à mettre en marché. Puis je suis tombée par hasard. Chez Maud Hélène, il y avait des petits journaux d'agriculture américaine alternative qui traînouillaient. Puis j'ai regardé ça. Puis à la fin, il y a tout le temps une section sur les fleurs coupées. Puis là, il y avait la gourou des fleurs coupées aux États-Unis, là, Florette. Puis j'ai juste été estomaquée par la beauté des photos. Puis la qualité du contenu aussi. Fait que puis là, je leur en ai parlé. Je leur ai dit, pourquoi? Pourquoi ça se passe pas ici? Puis là, les deux, je me souviens, Jean-Martin et Maud Hélène étaient comme, oui, gros oui. Ça se passe, il faut que ça se passe. Ouais. Fait que l'idée m'a plu. J'avais vraiment le goût de commander toutes mes semences sur place maintenant. J'étais comme, c'est ça, là. Je sentais vraiment que c'était ça le projet. Puis moi, je me demandais justement, il y a plusieurs qui, dû à ça, je pense, te considèrent un peu comme une pionnière de la floriculture ici au Québec, de la floriculture écologique. Mais est-ce que justement, ça a été comme, selon toi, là, ça a été ça l'innovation, c'est d'avoir apporté un modèle, de l'avoir peut-être aussi fusionné avec ce que tu venais de voir à la Grelinette, mais un modèle qui était juste pas ici, en fait? Non, il y avait personne qui faisait ça avant. Puis, ouais, moi, j'ai essayé de combiner, même, tu sais, j'ai été chez Florette faire un mini-stage, puis je voyais que j'apportais, tu sais, des connaissances qu'eux avaient pas encore, donc c'était vraiment cool de combiner ça. Mais le système sur petite surface super intensif, c'était pas là, il y avait pas ça, il y avait un autre modèle. Fait que je trouvais ça vraiment le fun de combiner les deux.
Puis, me souviens pas de la question. Ben, c'était ça, un peu, s'il a répondu. Ben, c'était direct dedans, je me demandais. Parce qu'il y avait une deuxième partie. Ouais. Ouais, ben, c'était peut-être moi aussi l'élaboration de la question qui était trop longue. Mais. Moi, ce que je me demande, je vais renchérir là-dessus parce que je sais que tu le fais chez vous, mais je sais pas si ça se voit ailleurs, mais c'est d'avoir des abonnements, comme on l'a dit, là, soutenus par la communauté. Ça marche comme en panier, normalement, au niveau maraîcher. Mais là, toi, tu es avec une espèce de style d'abonnement qui fonctionnait aussi comme ça, avec des livraisons de fleurs à chaque semaine. C'était-tu une idée originale? T'avais-tu vu ça ailleurs dans le monde de la floriculture? Non, j'avais pas vu ça encore. J'en avais-tu entendu parler? Je me souviens pas. Mais moi, je voulais vraiment prendre le modèle de la grelinette puis juste faire des fleurs à place des légumes. Je voulais que ça soit exactement pareil parce que c'était un modèle qui était hyper efficace, puis qui était éprouvé, puis qui était vraiment bien au niveau humain aussi. Fait que c'est ça, je me suis tentée à faire les abonnements. Ça a super bien marché. Puis on fait aussi un marché fermier, des épiceries. Puis on faisait des événements, des mariages, ce qui est comme le courant plus classique là, pour les fermes florales. C'est beaucoup ça qui se fait. Moi, c'est un milieu qui m'intéresse un peu moins. On en a fait, on a compris comment ça marchait, on a fait des belles affaires, mais là, avec la pandémie, ça a arrêté complètement. Puis on s'est rendu compte que ça nous manquait pas du tout. Donc, on embarquera pas là-dedans. Nice. Ouais. Puis moi, pour revenir un peu en arrière, par curiosité, quand tu es arrivé genre chez Floret, comme les aspects où tu as vu que justement, t'apportais vraiment de quoi avec ton expérience en maraîchage, c'était quoi? C'était-tu au niveau de l'optimisation de leur espace? Comment ça se passait un peu? Oui, il y avait un peu de ça, un peu d'optimisation. Il y avait des spacing. Ils faisaient des trucs super étalés. Puis moi, je suis arrivée, puis je leur ai squeezé ça. Puis les techniques, l'espèce de cadence que j'amenais, c'était pas voulu, c'était juste comme... C'était ça que j'avais appris. Mais j'étais genre à me regarder avec des gros yeux. Là, j'étais vraiment... J'étais contente de ma chatte. Ouais, c'est ça. Good job. Clairement, il y a de quoi être fier. Puis là, ben justement, tu sais, on comprend, tu es arrivé avec un modèle qui s'est distingué, puis tu dis que tu étais vraiment allé chercher tes inspirations à la grelinette. Fait que je me pose la question, Tom Audelaine, à la grelinette, comment vous avez créé votre modèle pour qu'il distingue? En fait, qu'est-ce qui distingue encore de la grelinette, là? Ben, la petite surface, le peu de mécanisation, avec des outils vraiment adaptés, des outils légers. Je dirais le souci du travail de sol minime. Ensuite de ça, ben on peut pas passer par-dessus tout l'aspect économique, tu sais, que c'est une ferme qui est vite devenue rentable. Je crois que c'était la 2e année suite à notre installation sur notre site actuel. Là, dans le fond, Jean-Martin a appliqué à un concours, Tournez-vous vers l'excellence de la financière agricole. Puis, tu sais, on a été lauréat de ça. Tu sais, là, c'est plein d'experts qui viennent comme analyser tes chiffres. Là. Puis, tu sais, on était comme dans un modèle vraiment... optimal. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est difficile. En fait, tu sais, les marges sont minces en agriculture. Puis, tu sais, là, ça fait en sorte qu'on s'est démarqué vite parce qu'on a réussi à être rentable rapidement. Puis, tout ça, ben, tu sais, grâce, tu sais, à des modèles d'efficacité, là, tu sais, penser à sauver les pas, mais, tu sais, tout ça, c'est dans le design de la ferme. Alors, puis après ça, ben, tu sais, on est venu mettre les bâches d'occultation là-dedans, puis, tu sais, être plus performant dans les cultures de serre. Alors, je dirais, tu sais, en gros, là, c'est pas mal les lignes qui nous distinguent. Puis, après ça, ben, tu sais, l'amour profond de la nature, là, comme ça, je pense que ça fait partie des grandes lignes, c'est sûr. Parce qu'il y a beaucoup de nos méthodes qui découlent de là, tu sais, du pourquoi. C'est parce qu'on veut faire attention à notre sol, parce qu'on veut avoir des niches écologiques pour des insectes bénéfiques ou des oiseaux ou des petits mammifères. Ou, fait qu'il y a tout ça aussi là, dans le design. Il y a comme un design plus permaculture, dans le sens, tu sais, le bâtiment au centre, mais tout ça pourrait s'appeler de la logique aussi. Là. L'ergonomie de la logique. Alors, c'est ça.
Puis moi, je trouve ça cool aussi parce que, tu sais, j'ai été stagiaire, justement, un moment à la Grelinette. Puis moi, je trouve que ça paraît aussi, même dans l'esthétique, puis dans qu'est-ce qui est créé. Il y a vraiment une beauté qui est là aussi. Là. Puis je pense que ça a été au cœur, j'imagine, de votre démarche là-dedans. Ou peut-être au fil du temps, tu sais. De venir ajouter, créer un espace pour des niches. Puis... Oui, je dirais que c'est une esthétique chaotique, là, tu sais, un peu, tu sais, si je regarde ma ferme en comparaison à d'autres, tu sais, c'est pas une esthétique léchée, là. C'est une esthétique de grandes herbes, tu sais, qui viennent un peu folles, puis... Mais en même temps, je pense qu'on pourrait aller là-dedans tout de suite. Je trouve que, justement... C'est ça aussi, quand on regarde, quand, mettons, je suis estomaqué par quelque chose que je vois en nature, c'est pas parce que c'est ordonné, droit, bien cordé, tu sais, c'est qu'il y a une forme de chaos là-dedans, mais il y a une beauté là, dans la manière dont c'est organisé, tu sais. Ouais. Puis, fait que c'est ça, il y avait... Est-ce que ça a été comme au cœur, justement, de la démarche? C'était-tu volontaire, cet aspect-là? Est-ce que ça l'est? Oui, ben tu sais, si je pense à... nos constructions qui restent tellement modestes, là, modiques, modestes. Nos tables se sont montées sur des briques de ciment pendant nos tables à semis. Notre entrepôt, on a pris la bâtisse actuelle puis on a mis un bain dedans. Ça a vraiment été très peu d'investissement. Puis c'est pour ça aussi, je pense qu'on a réussi à devenir rentable très tôt. Fait que, l'esthétique chaotique vient du fait que, je veux avoir un impact le plus léger possible là, en termes, de ressources, puis, de récupération. Alors, il y a de ça, puis, c'est ça, tout mon désir de travailler avec la faune qui nous entoure, je trouve ça vraiment incroyable, le fait de laisser dans certaines parties de la ferme où est-ce que je sais que ce sera pas problématique, de laisser des kénopodes venir haut comme ça, parce qu'en hiver, c'est tous les oiseaux, qui viennent s'en nourrir. Fait que je me dis, voilà pourquoi on fauche pas partout, Fait que, il y a tout cet aspect-là aussi qui ajoute un peu de chaos à la ferme. Mais, au niveau des cultures, on essaie d'être le plus tight possible. Puis en dehors, ben là, on laisse la nature opérer, là. Ouais, moi, ça me fait penser aussi au printemps quand tu nous parlais de laisser les pissenlits fleurir. Puis là, c'est de toute beauté parce que c'est une belle fleur, mais que tu nous parlais vraiment de l'essence de garder les pissenlits, puis pour les pollinisateurs, puis amener de la vie au printemps. C'est tellement, c'est joli, mais à la fois tellement comme essentiel dans l'écosystème. Là. Tu vois, graduellement, ça commence à faire son chemin. Il y a de plus en plus de municipalités qui, justement, font de la sensibilisation puis essayent de dire aux gens, particulièrement en début d'année, genre, fauchez pas, gardez les pissenlits, quitte à laisser ça plus pousser, on s'en fout. Ou achetez-vous des chèvres. Ou achetez-vous des chèvres, ouais, c'est ça. Nice. Moi, je serais curieux de savoir, Chloé, même si, je sais pas, c'est peut-être pas la même volonté au niveau de l'esthétique sur ta ferme, mais comment toi tu te sens, mettons, par rapport justement à ce concept-là de l'espèce de chaos organisé? Je sais que c'est une question un peu vague, là, mais sens-toi à l'aise de répondre. Ben, je sens que malgré moi, je suis à fond dans le chaos organisé. J'aimerais ça, des fois, être vraiment plus organisée. Mais je m'y plais vraiment. Puis je me retrouve là-dedans. Puis... T'sais, chez nous, c'est un setup différent de la Grelinette. C'est plus grand. Puis on peut pas s'occuper de toute la parcelle. On est obligé de laisser aller parce qu'on ferait juste s'occuper du gazon à côté. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Moi, je trouve ça magnifique. C'est pas tout est pas super tête. Puis c'est correct comme ça. J'aime ça. Ouais, c'est mais ça. Les cultures, on essaie le plus possible, mais... Ouais, c'est ça. Mais tout ce qui entoure, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, la biodiversité est vraiment, vraiment présente sur la ferme. Là. Il y a énormément d'oiseaux, d'insectes, de mammifères, tout ça. Là. On les voit, on voit les traces, on est témoin de ça, puis c'est magnifique. Très cool. Peux-tu rajouter un truc? Oui, absolument. Mais je trouve ça vraiment le fun parce que, je pense que le sujet qui doit devenir mainstream, l'agriculture de proximité prend de l'ampleur, mais l'importance de ces petites fermes-là, c'est qu'il y a des niches sur ces petites fermes-là. Exact. Puis, là, c'est vraiment le fun parce que dans le catalogue de High Mowing, il y a des pages de
sais, pourquoi la petite ferme, tu sais, vient bénéficier, tu sais, au cours d'eau, vient bénéficier, tu sais, au merle bleu ou à tel insecte. Fait que, tu sais, je trouve que c'est important de le dire ça parce que, tu sais, si on est en perte d'habitat un peu partout, ben au moins sur nos petites fermes, on peut laisser des espaces comme ça, tu sais. On se dit, ben, tu sais, on va faire notre offre part. Des niches, là. C'est ça. On rappelle que Imo Wings, c'est un catalogue de semences. Fait que c'est un semencier, là, tu sais. Fait que c'est cool qu'un semencier fasse de la promotion pour ce genre de modèle-là. Ben oui. Très cool. Tellement. Puis ce qu'on se demande en plus de tout ça, ça fait quand même un petit bout que vous voulez votre boss là, à la Grelinette. Il y a Chloé qui est un super bon exemple d'une ferme qui a démarré suite à son passage à la Grelinette. Mais il y en a plusieurs, puis je pense qu'on ne pourrait même pas toutes les énumérer. On passerait trop de temps. Mais tu sais, qu'est-ce qui te rend fier de ça, de voir qu'il y a autant de monde, en passant chez vous, développe des idées, des projets qui sont aussi tout en leur sens innovants? Là? Ben écoute, je pense qu'à la base, tu sais, la fierté vient du fait que, tu sais, je vis le rêve, là. Tu sais, le rêve de voir comme l'agriculture de proximité... le mot, c'est SMH, tu sais, SM. Wow. Donc, ça, c'est vraiment satisfaisant parce que, tu sais, ça veut dire que, tu sais, si le projet est viable chez nous, ben là, les gens viennent prendre de l'expertise puis créer des projets viables chez eux. Fait que c'est ça le but, là. Ben oui. Puis c'est un peu pour ça aussi, tu sais, qu'on veut former bien les gens. Puis, tu sais, c'est ça. Les gens viennent chez nous pour apprendre, mais tu sais, comme aussi de s'y prendre au jeu puis de dire, OK, moi, je vais vouloir faire ça plus tard. Fait que, tu sais, c'est comme ça devient un bel échange, là, dans un sens, tu sais, qu'on on peut montrer ça, puis ça fait vivre nos rêves, là, de participer à des mouvements d'écologie. Puis sociaux. Moi, je crois beaucoup en l'entrepreneuriat aussi, tu sais. Alors, tu sais, ça fait partie de la richesse, puis ça fait partie de l'écologie, ça fait partie de l'équité, de plein de choses, tu sais, de créer des petites entreprises. Fait que, tu sais, c'est pour toutes ces raisons que je suis très contente. C'est nice. Puis moi, je voulais juste souligner aussi le mot SMH. Je trouvais ça cool aussi parce que, justement, mettons, quand on pense au milieu apicole, tu sais, une communauté, une ruche qui s'essaime, mettons, c'est vraiment parce que la communauté est assez forte et est assez en grand nombre pour se dégager puis aller former une autre colonie. Fait que je trouve ça fort comme mot de, tu sais, ça vient de la Grelinette qui propage une agriculture de proximité avec une volonté forte, tu sais, qui fait que ça peut faire vraiment des petits, puis ça rend le mouvement effervescent aussi. Tu sais. Puis en ce sens, je suis convaincu que tu as vu, quand vous êtes installé à Saint-Armand, chez vous, tu sais, vous êtes installé dans un petit bled, là, tu sais, entouré de grandes cultures. Puis moi, quand je suis arrivé, c'est il y a 2 ans que j'ai découvert cette belle communauté-là, là, tu sais, de Saint-Armand, Frelichburg et les environs. Puis t'es quand même été témoin d'un changement dans cette communauté-là. Ça a quand même bougé vite, non? Oui, mais tu sais, là, on peut dire que c'est l'air du temps parce que, tu sais, quand il y a des idées qui sont là, elles sont pas juste là dans la tête d'une personne, tu sais. C'est ça. Quand c'est le temps que toutes les mères appellent leur petite fille Jeanne, ben là, tu sais, comme... C'était l'idée de plein de monde en même temps. Fait que, tu sais, l'agriculture de proximité, c'est l'idée de plein de gens en même temps. Puis... tu sais, ça se voit, puis je pense que, tu sais, quand une communauté est propice à ça, ben je comprends que ça en attire d'autres. Alors là, c'est vrai que c'est vraiment effervescent puis excitant parce que, tu sais, je sais pas, on est une trentaine de projets dans une petite circonférence là, de 50 km carrés. Fait que c'est beau à voir, oui. Pour retracer la petite histoire, admettons, quand vous avez parti la ferme, c'était quoi, admettons, qu'il y avait dans ce coin-là? Quelle autre ferme vous connaissiez qui était dans le bout? Oui, il y avait les Jardins de Tessa, qui sont les doyens. Ça a été les premiers qu'on a contactés pour dire « Salut, on est là. Surtout, on va faire du mesclun. Tu fais-tu du mesclun? » Puis, il y avait les Jardins de Papy dans le temps, qui étaient dans Marieville. Lui est devenu conseiller plus tard, puis c'était vraiment une ferme très productive. Un peu, je pense, le mentor des Sansons. Puis, les Sansons existaient, les 3 Sansons et fils. Fait qu'eux aussi, là, ils sont établis depuis un bon moment. Puis peut-être Diversi Bio en même temps que nous.
Ouais, les jardins d'Arlington, ça n'a pas été long après, 2-3 ans après nous. Puis il y en a eu plein après. Après ça a juste été, Ouais, c'est Nice. super. Ah, c'est cool. Puis toi, justement, Chloé, comment tu vois ça aussi? Est-ce que ça a été aussi, j'imagine, ça fait partie de ton choix de rester dans ce coin-là pour cette raison-là, parce que c'est une région effervescente? Moi, j'étais là avant que tout ça arrive. Je viens de Montréal, mais ça fait longtemps que je suis dans la région. J'ai déménagé quand j'avais 11 ans. Ah ouais. OK, ouais. Fait que j'ai vu un peu tout ça arriver. OK. Puis j'allais chercher des lapins avec ma famille chez Maud-Hélène avant que ça soit chez Maud-Hélène. Ah ouais, au clapier. Ben No oui, wow! Ah, c'est cool, ça. C'est Ouais. drôle, ça. Ah. Mais oui, c'est vraiment effervescent. C'est beau à voir. En même temps, est-ce que c'est toujours la question d'est-ce que ça va être durable dans le temps? Est-ce que tout le monde va pouvoir vendre ses affaires? Ouais. Comme... C'est la saturation. Un petit peu de la chose, mais c'est clair que ça répond à un besoin. Le monde sont vraiment en quête de sens puis de logique, puis ça parle à beaucoup de monde. Là. Moi, j'aimerais ça revenir avec toi un peu en arrière parce que un moment donné, tu nous avais raconté cette anecdote-là où tu disais que tu aimais tellement la campagne la fin de semaine que quand tu revenais en fait la semaine en ville, tu te rapportais de quoi? J'aimerais ça t'entendre parler de cette histoire-là. Ben, donc, j'habitais à Bedford avec mon père puis sa blonde, puis ils habitaient à Montréal avant. Il y avait un genre de studio d'enregistrement un peu punk, puis ça avait juste pas rapport qu'ils déménagent à la campagne. Là. C'était vraiment dans les pionniers là, de ceux qui partaient du plateau. Là. Puis ils ont racheté la vieille ferme de la grande-tante de la blonde de mon père, OK. qui est une super belle ferme centenaire avec des bâtiments en bois couleur rouge, là, la vraie ferme québécoise. Là. Ouais. Puis moi, j'étais tellement contente. C'était mon rêve. Mon père me mettait des petits mots. Il est graphiste, mon père, puis il dessinait des mots qu'il me mettait dans la boîte à lunch en disant on va l'avoir, notre petite ferme. Puis Oh mon Dieu, wow! fait que, puis quand on est arrivé là, la terre était en location, il y avait des chevaux, une couple de vaches. J'étais trop au paradis, là, vraiment. Puis dans la grosse grange à foin, il y avait plein de bottes de foin d'entreposés. Puis là, je me faisais des tunnels là-dedans la fin de semaine. Puis avant de repartir à Montréal pour ma semaine d'école, parce que j'avais pas déménagé à temps plein là, je me prenais un petit sac, puis je mettais du foin dedans. Puis je mettais ça dans mon sac d'école. Puis à l'école, je sentais mon sac de foin pour... comme, OK, ça s'en vient 3 jours avant vendredi soir. Wow. C'est trop cute. C'est quand même... J'imagine. Les autres élèves victorianistes. Dans son petit sac de foin. Trop bon. Mais c'est oui. cool parce que c'est ça, t'es une Montréalaise, mais qui est comme... j'imagine dans tes gènes, à l'intérieur du profond de toi, t'avais envie de ça, la campagne, mais aujourd'hui, tu cultives encore un lien assez fort, malgré que t'es rendu vraiment en campagne, tu cultives un lien assez fort avec la ville, le milieu urbain, Montréal. Est-ce que ça fait partie un peu encore de ton identité de autant naviguer dans les deux sphères? Ouais, j'adore Montréal encore. Je suis pas capable de passer plus que 2-3 jours à Montréal ou dans une grande ville en général, mais Montréal, c'est effervescent, puis c'est super créatif. Je trouve vraiment que c'est une cool ville. Je suis vraiment contente d'avoir la majorité de nos abonnements là, le marché, pour pouvoir y aller. C'est moi qui fais le marché les jeudis, donc c'est mon petit moment en ville. J'arrive, je pogne le flow de la ville, puis ça m'ouvre les yeux. Là. Mais après ça, je suis contente de retourner à la maison. Mais oui, je suis contente de créer ce pont-là entre la ville et la campagne. C'est comme une grosse histoire d'amour, finalement, où on est comme partenaires, on se soutient l'un l'autre, puis je trouve ça beau. Oui, absolument. Je trouve ça nice aussi de comment tu t'arrives... pas à l'encapsuler, là, mais vraiment à être un peu, je sais pas, l'exemple de ça, en étant cet enfant-là qui le retourne en ville, puis avait cet amour-là pour la campagne, mais qui, même en retournant à la campagne, garde cet amour-là pour la ville. Je trouve ça quand même cool. Puis moi, ça m'amène par contre à une autre question. Je me demande justement, ça a été quoi pour vous l'apport un peu de l'inspiration, là, à quel point, je reprends ma question, à quel point vous êtes inspiré de la nature justement dans votre entreprise, puis dans votre démarche en général, à quel point ça a été une inspiration. Tu pourrais y aller, Maud-Hélène, si tu veux, en commençant.
Si jamais Chloé, t'as des idées pour... Je te regardais pour que tu pouvez me commences. relancer. C'était quand? Oh. Mais c'est comme... C'est naturel, je pense. Ça fait partie de nous. C'est juste naturel. Il n'y a pas la nature puis les humains. Il y a le vivant. On fait partie de ça. Il y a pas une distinction entre les deux. Fait que l'inspiration est constante. Partout où on regarde tout le temps, ça fait partie de nous puis ça nous modèle en même temps. Puis... Moi, c'est comme ça que je le perçois, en tout cas. Là. Ça fait du sens. Si on pense à la santé des sols, on essaie d'imiter les sols forestiers en termes de travailler le moins possible, avoir un couvert végétal. Reproduire la nature. Oui, reproduire. En fait, c'est comme la nature est notre muse. Oui. On est comme, OK, ça marche, puis c'est super équilibré. Puis, comment on peut faire un système plus... influencé par l'humain, mais inspiré par la nature. C'est au cœur, c'est vraiment au cœur de l'idée. C'est un peu une question vraiment très globale, mais en même temps, je trouvais ça intéressant de vous entendre sur le sujet. Puis ça nous menait un peu à la deuxième question. Je vais te laisser. C'était un peu face... à notre épisode, on a fait un autre épisode sur les changements climatiques où on recevait, entre autres, Antonius Petro qui travaille chez Régénération Canada. Puis c'est drôle parce qu'il nous parlait de c'est quoi de l'agriculture de régénération, tu sais. Puis il nous a clairement expliqué que c'est pas nécessairement un but, c'est pas nécessairement une destination, mais c'est un chemin, tu sais. Puis ça fait vraiment... écho à ce que vous dites, que c'est de s'inspirer, puis c'est... le non-travail des sols et tout, puis c'est de s'inspirer par la nature pour entamer une direction qu'on va prendre, puis c'est vraiment inspirant, puis surtout dans un contexte où, justement, on voit de plus en plus, on sent les changements climatiques arriver. Puis on se demandait justement au niveau de la ferme si c'est quelque chose que vous sentez, que vous avez été témoin de... Les effets en tant que tels, les changements climatiques, puis... Le manque d'eau, clairement. C'est quelque sur chose. nos deux fermes. Chloé avait l'impression que quelqu'un avait enlevé le bouchon dans la nappe phréatique. Cet été, ça a été drastique. On a les deux manqué d'eau, beaucoup. Mais puis c'est pas le premier été que ça se passe. Là, il y a le phénomène en région que tout le monde creuse leur puits de plus en plus creux. Fait que je sais pas c'est quoi le fond à ça. Là. Non, c'est ça. Mais on est vraiment en dynamique... chercher les solutions pour récupérer l'eau le plus possible, en utiliser le moins possible, chaque goutte compte. C'est quand même pas facile parce que c'est un milieu où l'eau, c'est la base de tout. Là, de la vie. Alors, c'est ça, c'est quand même un casse-tête, puis c'est pas des choses... pas des choses faciles. C'est pas des solutions clés en main, bing bang. Non, c'est ça, mais on nous a toujours dit aussi qu'on avait plein d'eau. Oui, que c'était l'abondance, que ça on toujours est au été Québec et l'eau, c'est une quantité. On n'est plus dans un système où on pense que l'eau est infinie. Non, là, on on s'en a rend beaucoup de compte, compassion pour les gens d'Afrique du Nord, etc. C'est fou, là, Ouais. Il y en a beaucoup à apprendre, peut-être aussi. Oui, je pense que toute notre option notre dynamique, de ferme performante, puis, si vraiment on est limité en eau, puis, qu'on a tout fait pour essayer d'aller récupérer chaque goutte, puis d'aller comme le plus profond possible, même si je trouve ça un peu une aberration, mais, rendu là, peut-être qu'il faut comme revoir un peu notre fonctionnement de ferme ultra performante, parce que là, faut y aller avec le possible de la chose. Fait que, c'est sûr que, si tu travailles avec des paillis, ça, d'épais, de matière organique, tu vas garder plus d'eau dans ton sol. Tes légumes n'auront pas la même apparence. Il y en aura pas autant. Il y a plein de choses qui font en sorte que, on reste ancré dans un système de... Nous autres, on s'en va par là avec notre production, puis comme on est très performant. Puis je te dis pas que c'est la façon la plus écologique d'opérer en soi. Parce que, si je veux que, mes carottes ressemblent à ça, il faut que je les arrose avec 2 pouces d'eau par semaine ou 1 pouce d'eau par semaine. Fait que là, on est dans ce standard-là présentement. Mais je te dis pas que ça va pas changer, ça, en regard au changement climatique. Je pense qu'il va falloir apprendre à être un petit peu plus résilient sur de quoi, la façon dont nos fermes
fonctionne, puis ce qu'elle génère. Ben oui. Puis même du côté du consommateur aussi, s'habituer à d'autres standards visuels, esthétiques. Après ça, c'est ça. Je pense que on est habitué à des standards déjà là. Puis même là, il y a quand même une évolution de ces mêmes standards-là. L'espèce de qualité, de grade A là, d'épicerie là, qu'on voit où que tout est pareil. Il y a une évolution avec les fermiers de famille, justement. Puis tu sais, je trouve ça intéressant parce que peut-être qu'effectivement, à l'intérieur même du mouvement des fermes de proximité, il va y avoir aussi un changement au niveau des standards avec le temps. Hein. Ben, tu sais, on ne sera pas les premiers touchés parce que, tu sais, l'agrobusiness ont plus de moyens pour aller chercher l'eau plus loin. Mais, ouais, c'est ça. Mais tu sais, eux autres aussi vont être limités comme nous. Là, tu sais, on est tous sur le front là, avec cette histoire-là de changement climatique. Fait. Mais en quoi des fermes, justement, des modèles comme les vôtres, ont la capacité d'être plus résilients face au changement climatique? Tu pourrais nous en parler? Ben oui, j'ai quelques idées là, en termes de diversité. On ne met pas tous nos œufs dans le même panier. Vu qu'on est ouvert à imiter les modèles naturels. On travaille avec des paillis. Nos fermes sont petites. On est capable de condenser. Vu qu'on n'est pas mécanisé aussi, on a comme les canopées plus serrées ensemble. Fait que, là aussi, ça couvre une protection là, en termes d'évaporation. Je peux parler aussi d'autres extrêmes. Là, on vit des épisodes de sécheresse, mais on peut avoir des épisodes d'inondation. Des structures de sol en santé vont comme être vraiment stables puis pas perdre tous leurs nutriments versus un sol pauvre qui se laisse lessiver puis va comme partir ou polluer les cours d'eau environnants. Fait que c'est ça, on est quand même outillés. Là, on est plus résilient que des systèmes presse-citron industriels. Oui, c'est ça, exact. Puis toi, sinon, Chloé, t'aurais-tu... j'imagine on est sur le même modèle. C'est un modèle, c'est ça. Ça se parle, c'est ça. Mais au niveau de la clientèle aussi, on est plus résilient parce qu'on communique direct avec eux. Donc, on passe pas par 1000 étapes avant d'arriver à eux. Fait que, ils sont conciliants. C'est cool. Je pense qu'on arrive déjà tranquillement à la fin de cet épisode-ci. Donc, on va passer un peu à la question de clôture que moi et Mike, on aime ça demander à nos invités. Puis c'est de savoir c'est quoi un peu vos espoirs, vos aspirations, vos projets aussi également pour le futur proche. Fait que, Maud Hélène, veux-tu y aller? Oui. Mes espoirs sont très, très hauts. Je souhaite vraiment qu'en tant que humain, on réussisse à trouver l'équilibre. Où est-il, cet équilibre? Comment vivre en harmonie avec le monde qui nous entoure? Alors ça, c'est mes espoirs. Puis je pense que, comme à travers notre métier, on a une clé, mais pas que. Fait que, ça reste encore en suspens, les réponses. Puis mes projets, ça serait, en termes mes projets agricoles, disons, là, ça serait de réussir à capter plus les eaux de surface là, quand il pleut, quand il y a des épisodes de pluie intenses, d'être capable de récupérer toute cette eau-là. Fait que ça, c'est pas simple. Là. Ça demande comme de designer le terrain d'une façon, puis d'avoir des systèmes, puis tout ça. En tout cas, il y a ça. Puis, sur un plan plus personnel, je suis à fond motivée par le réensauvagement de la nature, de la planète. Alors, je veux vraiment comme mettre plus d'énergie dans des projets de conservation puis des projets d'éducation. Fait que ça commence là. On vient de réussir à mettre un projet en conservation au village de Frélich. Ah ouais? Fait que ça, c'est pas agricole comme tel, mais c'est juste comme... C'est ma drive là, présentement. Puis c'est quoi, par curiosité, vite? C'est une ancienne terre agricole qui aurait jamais dû être agricole, qui est une terre inondable. Fait que, dans le fond, cultivée par des producteurs qui louaient la terre tour après tour, puis qui se faisaient inonder à chaque année. Fait qu'avec tout le tralala de ce qui s'en va dans le cours d'eau. Puis, c'est ça faisait des années que c'était comme un non-sens. Puis là, on a dit, bon, ça suffit. Fait qu'on a réussi à convaincre Conservation de la nature d'acheter le terrain. Fait que là, c'est protégé à perpétuité. Puis là, ça va être un projet citoyen, là, de... Wow. Bravo, vraiment cool. Bravo, c'est une belle réussite. C'est une belle réussite. Fait que j'aimerais ça que ce soit le premier ça, c'est dans mes espoirs. Puis j'aimerais ça que ça soit comme un modèle pour que plein d'autres municipalités disent, OK, ça, c'est comme protéger, tu sais, nos zones inondables. Une autre clé. That's it. Fait que, on la retient.
on en parle. Merci beaucoup. Merci, Maudine. Puis toi, Chloé? Moi aussi, je souhaite que plus de gens qui jardinent dans la vie. Je pense que ça apporte plein d'autres bénéfices. C'est assez complet comme exercice. Oui, vraiment. Puis, sinon, moi, je suis dans l'éducation le plus possible aussi à partir de maintenant. J'écris un livre, donc ça va être... on a comme masteré tout ce qu'on faisait, sans abonnés. On a comme vraiment de l'expérience derrière la cravate. Donc, on veut maintenant partager pour qu'il y ait plus de monde qui puisse appliquer ça. Ouais. Wow, c'est très cool. Est-ce qu'on a un titre qui existe déjà? Non. Non? Ça s'en vient. On reste à l'affût de voir. As-tu des idées? Non, j'avoue que j'ai pas pensé à ça encore. Ouais. Le contenu avant le contenant. Exact. Bon. That's it. Ben, merci énormément d'être venu de Freelish jusqu'à ici pour nous rendre visite. C'est super apprécié. Merci pour l'invitation. Fait que j'espère que vous allez bien vous rendre puis qu'on va pouvoir se revoir bientôt, éventuellement, peut-être cet été. Ouais, cool. Avec plaisir. OK, all right. On dit merci aussi à tous nos auditeurs d'avoir écouté cet épisode. Puis on se dit à la prochaine. À la prochaine. Ciao. Merci d'avoir été des nôtres, guys. Grande nouveauté cette année, nous sommes aussi maintenant présents sur Patreon. Donc, tous les épisodes seront disponibles 2 semaines à l'avance en primeur. Puis, quelque chose me dit que tous les abonnés pourront également avoir accès à des contenus exclusifs. Alors, si vous souhaitez nous soutenir, allez vous abonner à notre compte Patreon, Les Idées Radicules. Sinon, comme d'habitude, tous les épisodes seront disponibles 2 semaines plus tard sur nos plateformes. Et donc, si c'est pas déjà fait, allez nous suivre sur notre page Facebook et la chaîne YouTube d'Élevage et Culture pour regarder tous les épisodes vidéo des Idées Radicules. Et puis, pour les amateurs de contenu audio uniquement, vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Apple Music et Google Podcast. À la prochaine, guys! Salut, merci!